Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Média Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Cette semaine, je suis accompagnée de 4 journalistes de Média Ténois en ordre alphabétique: Nelly Guidici, Denis Laure, Cristiano Pereira et Élodie Roy. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, que se passe-t-il cette semaine dans les territoires du Nord-Ouest et alentours? Au programme de cet épisode d'Info Hebdo, on va parler collège nordique, pêche commerciale, artefacts autochtones et enfin, tradition nordique de fin d'année. On commence par toi, Cristiano. Tu nous parles cette semaine du collège nordique. L'heure est au bilan après une année compliquée. L'établissement a organisé son assemblée générale jeudi 4 décembre dernier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette soirée? Oui, donc cette Assemblée générale a en fait montré une année contrastée mais historique pour le Collège nordique. Donc, ils ont encore célébré le fait que l'institution a obtenu son accréditation officielle. Donc, toujours une première pour un établissement francophone au nord du 6e parallèle. Hein. Et que voilà, ce qui ouvre la porte à des nouvelles collaborations. Mais ils ont aussi annoncé, donc on a appris que les inscriptions d'étudiants ont dépassé les 900, ce que représente une croissance spectaculaire en 5 ans. Voilà, aussi le collège a connu ici une diversification importante de ses financements et donc c'est dans le plan institutionnel, on peut dire que c'est une année de grande progression. Et alors, comment le collège il explique la tension entre croissance tout de même et compression budgétaire d'effectifs? Oui, donc le directeur général, Patrick Arsenault, il reconnaît qu'il y a une contradiction apparente. D'un côté, voilà, le collège enregistre ses résultats records, mais de l'autre, il doit composer avec des compressions qu'il qualifie et ça c'est son mot, démesurées. Pour lui, le problème vient du décalage entre la vision à long terme du collège, il dit qu'il doit fermer des générations futures, et des financements qui, eux, arrivent en compte-gouttes, donc sur des projets très courts. Il a expliqué que les bons résultats de cette année ont été possibles grâce à des financements historiques reçus l'an dernier. Mais que les coupures actuelles, qu'on a déjà parlé ici, donc les coupures actuelles auront un impact évident sur l'année prochaine. Oui, c'est ça. Donc si on parle concrètement, quelles sont les conséquences des coupures pour le collège? Oui, donc les documents présentés aux membres pendant l'Assemblée sont assez clairs. La réduction du financement fédéral a eu un impact direct sur les services offerts. Donc, certains projets prioritaires ont dû être suspendus et plusieurs postes ont été abolus, comme on a déjà parlé plusieurs fois aussi. Donc, on voit aussi l'effet dans les chiffres, même si les revenus augmente fortement, surtout grâce au financement territorial. Voilà. Les dépenses ont grimpé aussi vite, notamment les salaires, la sous-traitance et les matériels pédagogiques, par exemple. Donc, le résultat, l'exercice termine avec un déficit de plus de 65 000 $, alors que l'an dernier, le collège affichait un surplus. Donc, pour la direction, c'est une pression réelle qui fragilise la capacité du collège à maintenir tous ses services. Bon, voilà un petit compte-rendu de l'Assemblée générale 2025. On verra ce que 2026 nous réserve. Merci, Cristiano. Merci. Alors, on passe à toi, Denis. Tu nous emmènes sur le Grand Lac des Esclaves pour nous parler de pêche commerciale. Alors, qu'est-ce qui se passe et quels changements attendent les pêcheurs commerciaux?
Oui, ben, il y a deux choses. D'abord, Pêche et Océan veut créer un plan de gestion intégrée des pêches pour le Grand Lac. La deuxième nouvelle qui a plus d'enjeux, c'est que Pêche et Océan a annoncé avoir trouvé un repreneur pour l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce. C'est un processus qui avait commencé en 2019 et qui a beaucoup d'incidence sur les pêches pour l'économie des pêcheurs. Donc, si on commence par le plan de gestion, c'est quoi? C'est finalement gérer le poisson pour qu'il en reste pour les générations futures. Ça touche le nombre de permis émis, le nombre de bateaux de pêche, la technique, donc les instruments dont ils servent, la durée de la saison, évidemment, puis les quotas aussi. Donc, Pêche et Océan établit des quotas pour la pêche au corégone et à la truite. C'est actuellement 1,7 million de kilos de truite, toutes les espèces confondues. Ça n'a pas été atteint l'an passé et je ne pense pas que les quotas sont souvent atteints vu la grosseur du lac puis le nombre assez réduit de pêcheurs. Donc, le plan de gestion devrait être rendu public au printemps prochain. Au printemps prochain, d'accord. Et alors, l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce va être privatisé. Alors, est-ce que tu peux nous récapituler comment on en est arrivé là? Oui. Ben, l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce, c'est une société d'État fédéral qui est basée au Manitoba. Ça a été créé il y a plusieurs décennies avec une loi qui obligeait les pêcheurs commerciaux de l'Ontario, de la Saskatchewan, de l'Alberta, du Manitoba à vendre tout le poisson qui n'était pas vendu localement à l'Office. C'était empaqueté là-bas au Manitoba, puis mis en marché, exporté, etc. Mais au fil des années, toutes les provinces sont sorties de l'Office, sont sorties de la loi aussi. C'est les territoires du Nord-Ouest sont la seule place qui sont restés, même si les pêcheurs, en 2010, ont voté en faveur du retrait de l'Office. Mais c'est encore eux autres qui gèrent les installations puis le personnel à la nouvelle office de traitement de poissons à Hay River. Là, on tombe en 2019. Un comité consultatif a conclu que les intérêts des pêcheurs seraient mieux défendus si l'office était mené par des pêcheurs. Donc, ils ont fait un appel d'offres qui s'est terminé en 2014. Puis, on a su qu'il y avait 11 parties qui avaient fait une déclaration d'intérêt pour reprendre donc la gestion, la gouvernance de l'Office. Mais Pêche et Océan a toujours refusé de dévoiler c'était qui ces organisations-là. Ok, c'est quand même un peu secret. Pêche et Océan a annoncé avoir choisi un organisme, mais aucune entente n'a été encore signée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est à peu près ça. Ils ne veulent pas dire qui est l'organisme avant d'avoir signé un accord définitif avec eux. Donc, c'est un peu bizarre qu'ils divulguent cette information-là sans en dire plus, mais je pense que ça fait tellement longtemps que ça traîne qu'ils ont voulu un peu donner un peu d'informations en pâture aux gens. Le communiqué de la ministre de Pêche et Océan, Joanne Thompson, annonce qu'un soumissionnaire a été retenu. Ça parle beaucoup de réconciliation économique avec les Autochtones, puis ça dit aussi, ça souligne que le financement est accessible pour les organisations autochtones. Alors, ça nous laisse penser qu'une organisation autochtone a été choisie. On a su que l'Assemblée des chefs du Manitoba avait passé une résolution en 2024 pour appuyer les démarches d'une de leurs Premières Nations, où il y a beaucoup de pêcheurs. D'ailleurs, ça s'appelle Fisher River, avec l'Office. Puis un organisme on est sûr qu'eux autres ont présenté une soumission. Ça s'appelle la Freshwater Fish Harvester Association. Alors ça, c'est des pêcheurs des TNO, du Manitoba et de la Saskatchewan. C'est eux autres qui conseillaient la transformation de l'Office, puis ils ont fini par s'incorporer. Alors, c'est un dossier à suivre. Je ne serais pas surpris que cet organisme-là soit ceux qui sont en train de négocier avec le gouvernement. Merci beaucoup, Denis. Je suis sûre que tu nous en reparleras effectivement dans pas très longtemps, ou en tout cas en 2026, on espère. Oui, merci absolument. Beaucoup. Bonne nouvelle de ton côté, Nelly. Ce que tu nous avais prédit la semaine dernière est arrivé. Les 62 artefacts que le Vatican avait promis de rendre aux Premières Nations du Canada sont bien arrivés, comme convenu, le 6 décembre dernier à l'aéroport de Montréal. Alors, parmi les objets qui devaient se retrouver dans la cargaison, tu nous avais parlé d'un kayak Inuvialuit. Est-ce qu'il était bien dans l'eau? Oui, le mystère est levé. Le kayak Inuvialuit fait bien partie de ce lot et il est
Il y a 13 autres artefacts inuits dans ce lot de 62 artefacts autochtones. Alors, ce kayak, il est vraiment très spécial parce que, bon, il est centenaire, bien sûr, mais c'est un objet très rare qui provient de l'Arctique occidental. Il n'y en aurait que 5 exemplaires identiques dans le monde. Il mesure 4,40 m, donc une caisse spéciale a été fabriquée pour qu'il puisse voyager. Et il est actuellement entreposé au Musée canadien de l'histoire à Gatineau avec les 61 autres artefacts qui sont arrivés donc samedi à Montréal. Et alors, question brûlante, ce retour, est-ce qu'il est question de don ou de restitution? Le discours est différent, en fait. Pour la conférence des évêques catholiques du Canada, ils évoquent vraiment un geste, un cadeau, un don qui a été fait par le pape Léon. Et l'archevêque de Vancouver, Richard William Smith, évoque même l'idée que ce cadeau qui a été fait par le pape est incompatible avec le terme de restitution. On ne peut pas assimiler les deux termes. Donc, du côté de la Conférence des évêques catholiques du Canada, on parle de don. Par contre, pour les organisations autochtones, Métis et Inuits qui sont impliquées dans ce processus, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, on parle vraiment de restitution de leur côté. La corporation régionale Inuvialuit qui a négocié le retour du kayak, a même été très clair dans leur déclaration le jour de l'arrivée de ces 62 artefacts. Ils ont toujours dit qu'ils souhaitaient récupérer ce kayak pour qu'il puisse profiter aux communautés de l'Arctique. Donc, il y a deux discours. Toujours est-il que les artefacts sont rentrés, mais il y a deux discours, que ce soit du côté de l'Église ou du côté des organisations autochtones. Et alors, malgré ce double discours, est-ce qu'on peut parler de réconciliation entre les peuples autochtones, Métis et Inuits et le Vatican? Oui, là par contre, tout le monde évoque la réconciliation. Pas du tout, il n'y a pas du tout d'ambiguïté de ce côté-là. Donc pour l'Église, le retour de ces artefacts et ce cadeau, ce don qui a été fait, c'est vraiment pour marquer un acte de réconciliation avec les peuples autochtones. Du côté des organisations autochtones Métis et Inuits, ils évoquent aussi la réconciliation. La réconciliation est en marche, mais par contre, ils indiquent que la réconciliation est un long processus et que le retour de ces 62 artefacts n'est qu'une petite étape sur un processus qui est beaucoup plus long. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a encore de nombreux autres objets autochtones du Canada qui se trouvent encore dans les collections des musées du Vatican. Et la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, qui a eu l'occasion de découvrir ces 62 artefacts à Gatineau dans le musée, elle a évoqué elle espère en tout cas que ce rapatriement va être un précédent et va montrer la voie, va générer d'autres retours d'artefacts, en tout cas de tous ceux qui se trouvent encore au Vatican. Parce que pour elle, le processus de réconciliation est long, il est en cours et ne peut pas s'arrêter seulement après le retour de ces 62 artefacts. Bon, et puis maintenant, voilà, c'est sur le territoire canadien, c'est revenu. Maintenant, il faut que ça revienne vers chez nous, dans l'Arctique, tout ça. Donc, je pense que tu as encore du travail, toi aussi, Nelly, pour ce sujet-là. Oui, je vais continuer de suivre le processus de retour qui sera, je pense, en 2026. On en apprendra plus. Donc, c'est une longue histoire à suivre. Merci Nelly. Et on termine avec toi, Élodie. Alors, à moins de 15 jours de Noël, tu es partie à la rencontre des Ténoises et des Ténois pour savoir s'ils ont des traditions, des habitudes pour leur fête de fin d'année. Alors, quelle tendance as-tu pu constater? Alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point les traditions tournent autour de deux choses, la famille et le territoire. Beaucoup de gens m'ont parlé de repas transmis d'une génération à l'autre, parfois des traditions très uniques comme le steak tartare d'orignal préparé chaque 24 décembre. Moi, personnellement, le tartare, mais OK. Mais il y a aussi une forte volonté de sortir dehors, même quand il fait moins 30. La motoneige, les feux dans la forêt, les randonnées ou simplement aller voir les aurores, ce sont des traditions qui reviennent vraiment souvent.
Alors, il y a effectivement ce côté très positif, mais il faut quand même contraster ce point. Il y a des fêtes très chaleureuses pour certaines personnes et aussi une réalité beaucoup plus difficile pour d'autres. Tu as rencontré à ce propos Tammy Roberts, qui est directrice de Homebase à Yellowknife. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son discours? Oui, alors c'était très important pour moi de montrer cet autre côté parce que quand on voit les fêtes, on voit quelque chose d'assez positif et amusant et entouré de famille, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Les fêtes, c'est une période qui renforce la nostalgie chez beaucoup de jeunes qui n'ont pas de famille ou qui ont vécu de l'instabilité toute leur vie. Tammy m'a rappelé que ce qui est synonyme de joie pour certains peut réveiller des souvenirs douloureux pour d'autres ou des traumatismes. Et pourtant, Homebase essaie de créer quand même une forme de chaleur alternative, un endroit où les jeunes peuvent venir manger un repas, se sentir en sécurité et surtout ne pas être seuls. Ce contraste met vraiment comme en lumière les inégalités, mais aussi le rôle essentiel des organismes comme Homebase dans cette période-ci. Alors, qu'est-ce que tu as appris sur la manière dont les fêtes sont vécues dans les TNO, que ce soit du côté des familles bien entourées, que du côté des jeunes qui n'ont pas accès à ce même réseau de soutien? Je dirais que les fêtes ne ressemblent pas à une seule réalité. Elles sont profondément contrastées. Pour certaines familles, c'est un moment de retrouvailles, de tradition, de nature, de chaleur humaine. Mais pour d'autres, surtout les jeunes soutenus par Homebase, c'est une période qui amplifie la solitude et le traumatisme, comme je disais. Ce que j'ai constaté, c'est que malgré tout, il existe un fil conducteur entre les deux, la recherche de connexion. Que ce soit une famille autour d'un feu, dans une forêt, ou un jeune qui franchit la porte de Homebase pour trouver un peu de sécurité, tout le monde cherche la même chose, être entouré. Merci Elodie. Bon, nous, on a encore une émission avant Noël, avant le jour de l'an, la semaine prochaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce moment. Et on se retrouve donc la semaine prochaine dans Info Hebdo pour de nouvelles informations. Merci. Bonne semaine! Merci. À la prochaine. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.